Dernière heure. On a appris avec satisfaction, dans les cercles bien informés, qu'une légère détente semble s'être produite dans les rapports franco-prussiens. On attacherait une importance toute particulière au fait que M. de Norpois aurait rencontré Unter den Linden, le ministre d'Angleterre avec qui il s'est entretenu une vingtaine de minutes. Cette nouvelle est considérée comme satisfaisante par les sphères bien renseignées. On avait ajouté entre parenthèses après satisfaisante le mot allemand équivalent befriedigend. Et le lendemain, on lisait dans l'éditorial, il semblerait, malgré toute la souplesse de M. Norpois, à qui tout le monde se plaît à rendre hommage pour l'habile énergie avec laquelle il a su défendre les droits imprescriptibles de la France, qu'une rupture n'a plus, pour ainsi dire, presque aucune chance d'être évitée. Le journal ne pouvait pas se dispenser de faire suivre un pareil éditorial de quelques commentaires, envoyés bien entendu par M. de Norpois. On a peut-être remarqué dans les pages précédentes que le conditionnel était une des formes grammaticales préférées de l'ambassadeur dans la littérature diplomatique. On attacherait une importance particulière pour « il paraît qu'on attache une importance particulière ». Mais le présent de l'indicatif pris non pas dans son sens habituel, mais dans celui de l'ancien optatif, n'était pas moins cher à M. de Norpois. Les commentaires qui suivaient l'éditorial étaient ceux-ci. Jamais le public n'a fait preuve d'un calme aussi admirable. M. de Norpois aurait bien voulu que ce fût vrai, mais craignait tout le contraire. Il est là des agitations stériles et a appris avec satisfaction que le gouvernement de Sa Majesté prendrait ses responsabilités selon les éventualités qui pourraient se produire. Le public n'en demande, optatif, pas davantage. À son beau sang-froid qui était déjà un indice de succès, nous ajouterons encore une nouvelle bien faite pour assurer l'opinion publique s'il en était besoin. On assure en effet que M. de Norpois, qui pour raison de santé devait depuis longtemps venir faire à Paris une petite cure, avait quitté Berlin, où il ne jugeait plus sa présence utile. Dernière heure, Sa Majesté l'Empereur a quitté ce matin Compiègne pour Paris afin de conférer avec le marquis de Norpois, le ministre de la Guerre et le maréchal Bazaine, en qui l'opinion publique a une confiance particulière. Sa Majesté l'Empereur a décommandé le dîner qu'il devait offrir à sa belle-sœur, la duchesse d'Albe. Cette mesure a produit partout, dès qu'elle a été connue, une impression particulièrement favorable. L'empereur a passé en revue les troupes dont l'enthousiasme est indescriptible. Quelques corps, sur un ordre de mobilisation lancé dès la dérivée des souverains à Paris, sont, à toute éventualité, prêts à partir dans la direction du Rhin. Parfois, au crépuscule, en rentrant à l'hôtel, je sentais que l'Albertine d'autrefois, invisible à moi-même, était pourtant enfermée au fond de moi comme au plomb d'une Venise intérieure, dont parfois un incident faisait glisser le couvercle durci jusqu'à me donner une ouverture sur ce passé. Ainsi, par exemple, un soir, une lettre de mon coulissier rouvrit un instant pour moi les portes de la prison où Albertine était en moi vivante, mais si loin, si profond, qu'elle me restait inaccessible. Depuis sa mort, je ne m'étais plus occupée des spéculations que j'avais faites afin d'avoir plus d'argent pour elle. Or, le temps avait passé. De grandes sagesses de l'époque précédente étaient démenties par celle-ci, comme il était arrivé autrefois de M. Thiers, disant que les chemins de fer ne pourraient jamais réussir,
et les titres dont M. de Norpois nous avait dit. Leur revenu n'est pas très élevé sans doute, mais du moins le capital ne sera jamais déprécié. Étaient souvent ceux qui avaient le plus baissé. Rien que pour les consolidés anglais et les raffineries C, il me fallait payer aux coulissiers de différences si considérables en même temps que des intérêts et des reports que sur un coup de tête je me décidai à tout vendre et me trouvai tout d'un coup ne plus posséder que le 5e à peine de ce que j'avais hérité de ma grand-mère et que j'avais encore du vivant d'Albertine. On le sut, d'ailleurs à Combray, dans ce qui restait de notre famille et de nos relations, et comme on savait que je fréquentais le marquis de Saint-Loup et les Guermantes, on se dit « Ah là, où mènent les idées de grandeur ?» On y eût été bien étonné d'apprendre que c'était pour une jeune fille d'une condition aussi modeste qu'Albertine, presque une protégée de l'ancien professeur de piano de ma grand-mère, Vinteuil, que j'avais fait ces spéculations.